Notre dossier est consacré aux méduses. Cette année, c'est vrai qu'elles ont été plus que présentes depuis le début du mois de juin. En l'occurrence, elles ont pris d'assaut les littoraux et les plages françaises, notamment sur la côte atlantique, aux grandes dames des vacanciers. Rappelez-vous, il y a eu des couvertures de méduses sur la plage qui étaient échouées sur les plages charentaises ou même ailleurs. Elles sont aussi présentes sur la côte d'Azur parce que on en trouve de plus en plus et surtout en ce moment, il y a même certaines stations, certaines villes qui ont carrément créé des filets anti-méduses. On va en parler de ce sujet avec mes deux invités qui sont avec nous également sur Sud Radio et sur la page Facebook Zoom de Sud Radio. Nous avons Philippe Lenilio. Bonjour Philippe. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Vous êtes directeur délégué adjoint, chef du service ingénierie du parc naturel marin d'Iroise. Vous êtes expert en biologie marine à l'Office français de la biodiversité. Et grâce à vous, on va en savoir un petit peu plus sur ces méduses. Et puis nous avons également le docteur Sébastien Lefebvre. Bonjour docteur. Bonjour Laurence et bonjour à tous. Vous êtes allergologue, chef de service à l'hôpital Merci de Metz, très exactement, président du Conseil national professionnel en allergologie. Et avec vous, on aura évidemment peut-être un peu plus d'explications sur les conséquences d'un petit frottement ou on va dire d'un corps à corps avec une méduse. Philippe Lenilio, j'aimerais d'abord avec vous qu'on comprenne mieux et qu'on connaisse mieux ces bêtes, ces méduses, qui sont d'ailleurs, je crois, sur notre littoral au nombre de 3 espèces vraiment définies. En réalité, il y en a beaucoup plus que cela, mais celle que vous voyez le plus souvent, oui, c'est 4 espèces qu'on rencontre le plus souvent, les pélagias, les cyanas et quelques Aurelia aurita. Enfin, elles ont des noms très très jolis, mais effectivement, elles sont urticantes. Toutes, c'est le principe de cette grande famille qu'on appelle un embranchement en réalité. C'est une grande famille qui réunit les coraux, les méduses et les anémones, qui font partie de la même famille, des cnidaires. Cnidaire en grec, ça veut dire qui ortie, qui pique, puisque c'est leur mode de prédation, parce que ce sont tous des carnivores, des prédateurs, qui utilisent des petits dards qui sont sur les tentacules. Et si vous regardez un tentacule à la loupe binoculaire, au microscope, vous voyez comme des fils barbelés en réalité, et chaque petite pointe est reliée à une petite poche à venin. Et dès que vous touchez cette cellule qu'on appelle le cnidocyste, elle vous pique et elle vous transmet un venin plus ou moins puissant selon les espèces, mais qui générera effectivement des réactions puisque ces venins sont faits pour tuer des animaux et sur notre derme à nous, ça a des conséquences aussi puisque ce sont des venins très efficaces. On en parlera avec le docteur Sébastien Lefebvre. À quoi ça sert une méduse dans la mer? Parce que on a l'impression que ça sert à rien. Je me trompe évidemment parce que la nature est toujours bien faite. Oui, en réalité, la question est mal posée. On ne dit jamais à quoi sert un animal. S'il est là, c'est qu'il a une fonction. Ouais, alors les moustiques, on en reparlera. Oui. Et en fait, ils sont favorisés d'une certaine manière aussi par le milieu. Parfois, elles aiment la chaleur. Elles ont des taux de croissance extrêmement rapides. Plus c'est chaud, plus leur croissance est rapide. Et il faut bien comprendre qu'ils font partie de la grande famille, du plancton, puisque une méduse ne nage pas. Elle se maintient dans la surface. Planctos, en grec, ça veut dire errer, se déplacer avec la masse d'eau. Donc très souvent, on a des conditions de vent qui balayent des grands espaces marins et qui concentrent sur des zones côtières des animaux qui sont en train de dériver, tout simplement, et se concentrent sur certaines plages pour des raisons de conditions climatiques et de vent. Donc on a très souvent des grosses concentrations associées à des régimes de vent qui balayent sur des très gros espaces la mer. D'accord, donc le vent est plus porteur du fait que les méduses arrivent sur nos côtes qu'un réchauffement climatique comme celui qu'on est en train de vivre? Non, les deux. C'est-à-dire que quand vous avez une très grosse concentration de méduses, il y a des phénomènes cumulés qui sont liés au transport de ces animaux, mais qui sont eux-mêmes favorisés par les conditions climatiques qui évoluent. Effectivement, elles aiment la chaleur et donc elles se reproduisent relativement bien dans les eaux chaudes. Et comme il y a de plus en plus d'eau chaude et de masse d'eau chaude, effectivement, vous en avez de plus en plus. Et il y a un autre phénomène qui accentue la croissance des méduses et leur présence dans les écosystèmes, c'est qu'elles ont
justement plein de zooplancton dont elles se nourrissent à disposition. Parce que l'homme a utilisé beaucoup de ressources qui mangeaient du zooplancton, et en fait on leur a laissé un petit peu la place. Une partie de la surpêche explique aussi les effets donc d'excroissance de certaines parties de l'écosystème, et en fait la nature apporte une réponse. Et donc on ne pose pas la question de à quoi elles servent les méduses. En fait, la réponse de la nature à tous ces phénomènes cumulés, c'est l'abondance de méduses qu'on appelle globalement les gélatineux. Et donc ces espèces-là sont extrêmement favorisées par leur environnement aujourd'hui. Docteur Sébastien Lefebvre, qui est un allergologue, chef de service à l'hôpital Mercy de Metz et président du Conseil national professionnel en allergologie, je vais y arriver. C'est le début de la semaine, il faut que je m'y remette. Moi, je me suis baignée tout le week-end dans une mer magnifique, sans méduses. C'était vraiment trop chouette. Concrètement, c'est vrai qu'on a tous peur d'être piqué par une méduse. Alors, évidemment, Philippe Nolniello nous a un peu expliqué le système de la méduse qui nous piquait, la réaction sur l'être humain et pourquoi sommes-nous aussi sensibles à cela et pourquoi avons-nous cette sensation aussi de brûlure, en plus déjà du côté très urticaire. Eh ben, Philippe l'a très bien dit, hein, c'est vraiment des microfilaments en forme de barbelés ou en forme de harpons qui vont aller se planter dans notre derme quand on est en contact avec des méduses. On s'en rend pas forcément compte. Effectivement, les patients décrivent cette sorte de décharge électrique, de douleur un peu vive sur la piqûre. Et ensuite, derrière, il va y avoir des phénomènes inflammatoires, urticariants, qui vont donner ces lésions cutanées à type donc d'urticaire. Donc, c'est l'urticaire pour vos auditeurs, c'est vraiment comme des piqûres d'ortie. Hein, ouais. C'est le dérivé du latin. Et ces filaments, de par leur forme, vont rester plantés dans le derme. Et donc vont notamment créer des lésions cutanées, un peu comme les chenilles processionnaires. En fait, ça va rester dans notre épiderme et dans notre derme. Ça va créer des lésions. Et en plus de ça, il y a l'envenimation, donc les substances toxiques qui vont amplifier potentiellement ces phénomènes. Alors, il faut rassurer les gens, c'est rarement mortel. C'est très désagréable, bien entendu, mais c'est rarement mortel. Rarement mortel, ça veut dire que c'est déjà arrivé ? Alors, on en reparlera, je pense, mais il y a des cas d'anaphylaxie, donc d'allergies graves qui ont été décrites, oui. Mais plus par des réactions croisées alimentaires. C'est-à-dire, allons-y. Alors, on y va directement. Donc, il y a deux choses. Alors, il y a des publications chez les surfeurs australiens ou en Asie, qui sont donc très à même d'être en contact souvent avec des méduses, et qui vont se sensibiliser à un truc qui s'appelle l'acide gamma polyglutamique. D'accord. Et ce truc-là, c'est un allergène, hein, donc qui n'est pas dangereux par les piqûres, mais l'organisme va se sensibiliser. Et à partir de ça, on a eu des réactions croisées avec le natto. Donc le natto, c'est un plat aussi asiatique, c'est des fèves jaunes fermentées. On retrouve cet acide polyglutamique, et du coup, ça va créer de l'anaphylaxie. Donc par sensibilisation cutanée, on va devenir allergique alimentaire au natto. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on reste sur l'allergie alimentaire, il a été décrit des cas toujours en Asie où les méduses sont consommées, enfin les méduses qu'on peut consommer font partie de l'alimentation asiatique. Et dedans, il y a du collagène. Et il a été décrit des cas de sensibilisation au collagène des méduses qui entraînent aussi des réactions anaphylactiques. Mais les piqûres de méduses, à part une envenimation massive sur une piqûre de plus de 50% du corps, ne sont pas mortelles pour l'homme. Ok, d'accord. Vous disiez d'ailleurs, suite à votre explication, est-ce qu'on est tous au même niveau ? Je m'entends, c'est-à-dire que certaines personnes vont être plus ou moins sensibles à des piqûres autres, moustiques et compagnie, ou des piqûres de guêpes, ou même, on en a encore entendu parler ce matin, malheureusement, de ce fameux frelon chinois, asiatique. Est-ce que chaque personne va avoir la même réaction suite à une piqûre de méduse ou pas du tout ? C'est difficilement prévisible, hein. Comme vous dites avec les hyménoptères, il y a des gens qui vont pouvoir se faire piquer plusieurs fois par des frelons, des abeilles, des guêpes ou des méduses, il ne se passe rien, ou des réactions locales. Et en fait, l'allergie, il faut bien comprendre que quand on devient allergique, c'est une rupture de la tolérance, c'est-à-dire que l'organisme est censé tolérer ces agents naturels. Je ne vais pas dire étranger parce que finalement ça fait partie de notre nature, enfin de la nature de notre environnement en tout cas. Mais à un moment, il y a des patients avec des prédispositions génétiques qui vont développer des allergies. Donc moi, quand je parle d'allergie, je parle d'anticorps qu'on appelle IgE, peu importe, mais c'est ça qui donne l'allergie. Et effectivement, à un moment, il peut y avoir une rupture de tolérance, mais qui à l'heure actuelle n'est pas prévisible. D'accord. Donc on n'est pas.
Que faire lorsqu'on est piqué par une méduse? On a commencé à avoir des questions de ce type-là sur la page Facebook de Sud Radio, parce qu'on entend toujours tout et n'importe quoi suite à des piqûres d'animaux ou des morsures. Ouais, alors on oublie le pipi sur, ouais. Je sais pas. Hein. Ah, il fallait que je le place, je suis désolé. Mais vous avez raison, ça a été placé aussi sur la page Facebook. Hein. Stéphane nous dit ne pas faire pipi sur les piqûres de méduses. Ça sert pas à grand chose. En fait, encore une fois, comme le disait Philippe, c'est vraiment des petits filaments et des trucs qui vont rentrer dans la peau. Donc, la meilleure chose à faire, c'est alors prendre de l'eau salée, parce qu'il ne faut pas prendre de l'eau non salée, de l'eau normale, parce que il va y avoir une réaction osmotique et ça risque de libérer encore plus de venin. Donc vraiment de l'eau de mer, du sable, faire un petit mélange et frotter la peau pour enlever les choses, gratter avec un carton, une carte postale ou une carte bleue, carte bancaire ou une carte de fidélité, peu importe, pour vraiment essayer d'enlever ce qu'on a dans le derme, parce que c'est vraiment fiché, c'est planté dans le derme en fait. Donc il faut vraiment essayer d'aller enlever ces filaments. Et ensuite, si c'est pas grave, donc si c'est un membre, généralement c'est les membres inférieurs ou les membres supérieurs qui sont touchés, appliquer une crème cicatrisante. Alors votre pharmacien, je vais pas donner de noms commerciaux, mais votre pharmacien pourra vous renseigner, mais une crème cicatrisante à base de zinc ou de cuivre. Et si vraiment c'est important, avec des démangeaisons très gênantes, le médecin traitant ou le médecin traitant pourra prescrire des crèmes à base de corticoïdes. D'accord. Je voudrais revenir vers vous, Philippe Lenilliot, vous qui êtes directeur délégué adjoint et chef du service ingénierie du parc naturel marin d'Iroise, expert de biologie marine à l'Office français. On a parlé des 4 espèces qu'on avait plutôt communément sur nos côtes françaises, mais beaucoup d'entre nous partent aussi à l'étranger, partent faire surtout les vacances d'été un peu partout sur des zones magnifiques de la planète. Y a-t-il des méduses dont il faut encore plus se méfier partout ailleurs ? Oui, il y a des espèces dont les venins sont plus puissants. Peut-être que Sébastien Lefebvre a des détails, mais il est quand même très clair que nous, ce qui nous importe très souvent, c'est de regarder quelles espèces. Il y a une espèce, par exemple, qui n'est pas tout à fait une méduse, mais qui se comporte un petit peu pareil. C'est ce qu'on appelle la physalie, qui a une voile qui se déplace à la surface de l'eau. Celle-là a un polype qui est relié à des cellules urticantes qui sont avec un venin très très puissant. Donc là, effectivement, on a quelque chose dans les venins qui ressemble à un neurotransmetteur, c'est-à-dire qu'elles peuvent arrêter des fonctions vitales dès lors qu'elles sont injectées dans l'organisme. Et c'est le cas aussi pour une méduse australienne. Dieu merci, on la trouve que essentiellement dans le Queensland australien et dans toute la mer de corail, dans ce secteur-là. C'est la box jellyfish qui est considérée pratiquement comme l'animal le plus dangereux des océans. Alors c'est pas tout à fait les requins, c'est plutôt les méduses qui sont les plus dangereuses. Et là, cette toute petite méduse a des très très longs filaments et elle produit un venin qui ressemble aux neurotransmetteurs qui font battre le cœur. Et donc là, si vous êtes piqué, vous risquez un arrêt cardiaque qui est assez brutal. Donc dès que les autorités australiennes envoient dans le milieu, il faut sortir tout le monde de l'eau. Ils interdisent l'accès à l'océan sur des centaines de kilomètres par précaution. Donc c'est quand même connu, renseigné que certaines espèces sont effectivement plus virulentes que d'autres. Et c'est complètement lié au venin qu'elles produisent. Donc certaines espèces effectivement sont plus dangereuses et d'autres au contraire sont complètement inoffensives, ou en tout cas ont des dards dont parlait Sébastien tout à l'heure qui sont trop petits et qui ne traversent pas le derme. Et donc du coup vous n'avez pas forcément de piqûres douloureuses, sauf si vous mettez sur les muqueuses, comme c'est expliqué très très bien, c'est fiché dans les doigts, et si vous manipulez, si vous approchez des yeux ou des muqueuses, ça peut être très problématique, même avec des espèces considérées comme inoffensives. Ouais. Est-ce que l'on peut savoir, d'ailleurs, Philippe Lenilliot, comme on a une météo en fait normale et une météo des plages, est-ce qu'il existerait une météo de l'arrivée des méduses? C'est-à-dire, est-ce que chaque commune ou chaque littoral peut annoncer, attention, on a des bancs de méduses qui arrivent, tel jour, essayez d'éviter la plage, etc. Est-ce que ça existe? Parce que je sais qu'il existe une application du côté de la Côte d'Azur qui prévient.
Oui, qui préviennent leur présence parce que c'est difficile quand même. S'il y a un ensemble de facteurs, hein, vous avez compris, qui font que à un moment donné, vous avez une prolifération de méduses. Alors, vous pouvez avoir des conditions favorables, mais c'est pas pour ça que vous avez une prolifération problématique pour la baignade. Hein. Donc, il vous faut un certain nombre de conditions, de température et de froid. Si les méduses, si elles sont aussi en train de se nourrir, hein, c'est une méduse, c'est se nourrir pour se reproduire. Hein, c'est ça. Si vous voulez résumer la vie d'une méduse, c'est exactement ça. Et donc, elle a besoin aussi de proie. Donc, l'abondance de proie, les conditions de vent qui vont vous amener concentrer des organismes pélagiques qui vivent dans la masse d'eau et la température qui va avec. Donc, tout ça sont des paramètres assez compliqués finalement à croiser dans une météo des plages. L'océanographie moderne permet de le faire, hein, pourrait le faire, mais elle n'est pas sollicitée pour cela. Par contre, on peut dire s'il y a des années ou des périodes à méduses, et là, clairement, les périodes de canicule, avec des vents réguliers qui balayent le littoral, plutôt avec des vents d'est d'ailleurs sur la côte méditerranéenne, parce que là, les vents actuels ont tendance à repousser au large les méduses. Nous, c'était le cas en Bretagne, on avait des situations très propices en juin dernier, beaucoup moins maintenant, puisque c'est un peu plus agité, un peu plus refroidi aussi, un peu plus dispersé par des régimes de vent qui viennent avec des systèmes de front. Donc, on a une année à méduse, on peut le dire, mais dire, voilà, à telle date, à tel moment, vous allez avoir une abondance, ça, c'est très difficile encore à faire. En tout cas, on n'a pas les outils pour le faire actuellement. Vous parlez d'année à méduse, ça veut dire que l'année dernière, je me souviens plus, moi, je ne suis pas allée en bord de mer du tout, pour être très honnête avec vous. On est sur des années de plus en plus à méduse. Il y a le réchauffement, il y a le trafic des bateaux, est-ce que ça a joué aussi ? Non, pas vraiment. Ce qui a joué vraiment, c'est qu'on les a un petit peu favorisés, ces méduses, en piochant dans les écosystèmes, en récupérant des animaux qui sont en concurrence avec les méduses pour les proies, en particulier les petits poissons comme la sardine, les anchois, les équilles qui ont été beaucoup surexploités. Et donc là, on laisse une place libre, donc avec une production de zooplancton dont profitent les méduses. C'est une des manifestations du changement global, hein, pas forcément climatique, mais global. On dit on parle de gélification des mers, hein, de gélification des mers. C'est quelque chose qui est identifié au niveau international avec des abondances de méduses qui ont été observées maintenant depuis 25 ans à peu près et de manière plus récurrente effectivement dans les 10 dernières années. On a besoin de plus d'observations encore pour pouvoir chiffrer et donner des informations précises sur cette évolution. Mais il y a 20 ans, les systèmes de refroidissement de la centrale nucléaire de Gravelines étaient bouchés par des méduses. Et donc, la plus grande technologie humaine ou la plus sophistiquée peut être bloquée par le plus simple des animaux planctoniques. Mais alors, pas de panique, Philippe Lenilio. On n'est pas sur un avenir catastrophique de se dire que plus ça va aller, plus il y a moins de sardines, moins d'anchois, moins de tout ça, plus de chaleur, etc. On risque d'être avec des étés qui seront tout le temps envahis par les méduses. Pas difficile à dire parce que le changement climatique n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il va passer par des seuils ou des phases au-delà desquelles on va plonger vers quelque chose de complètement différent. Qu'on cherche aujourd'hui à déterminer pour savoir à quel moment, à partir de quelle température, est-ce qu'on va basculer vers quelque chose de très différent. Dont font partie les méduses, c'est un avenir dont font partie les méduses. Par contre, ces changements, il va falloir s'y adapter. Donc les activités balnéaires devront forcément s'adapter à des conditions qui peuvent évoluer avec des périodes où on peut imaginer dans certains secteurs propices aux échouages de méduses, donc des interdictions de baignade plus fréquentes. Ça, c'est dans le domaine du possible. Dire quand, à quel moment, c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui. Dernière question pour vous, docteur Sébastien Lefebvre, allergologue, chef de service à l'hôpital Merci de Metz et président du Conseil national professionnel en allergologie. Mireille, sur la page Facebook de Sud Radio, nous dit « Le bicarbonate de soude est efficace pour la douleur suite à une piqûre de méduse ». Pourquoi pas. Après, le problème, c'est tous ces remèdes de grand-mère, le jus de citron, le vinaigre et le bicarbonate de soude. Oui, ça va soulager, mais c'est le mécanisme sur lequel ça soulage, c'est-à-dire que le bicarbonate de soude, c'est de la soude, donc c'est une base, et ça risque d'abîmer plus la peau qu'autre chose. Donc peut-être ça soulage sur le coup,
Moi, je me rappelle que ma grand-mère, quand je me faisais piquer par des orties, elle me mettait de l'oignon sur la peau. Ou du Ça vinaigre. marche, hein. Oui, ou le vinaigre. Le vinaigre, voilà, ça marche. Hein. Enfin, ça marche sur le coup, mais ça risque d'abîmer la peau. Encore une fois, on balance soit du vinaigre qui est acide, soit du bicarbonate qui est basique. Je suis pas fan. D'accord. Mais voilà. Donc pour conclure, on gratte bien, comme vous nous l'avez dit, la partie où on a été piqué avec ou une carte bancaire ou tout type de carte comme ça, ou un peu d'eau dans du sable et on frotte et on gratte pour enlever les filaments. Et puis après, on va à la pharmacie et on va chercher une bonne crème à base de cuivre ou de zinc, si j'ai bien écouté. Tout à fait. Je vous embrasse tous les deux. Merci beaucoup de votre disponibilité. Vous nous avez amené de vraies connaissances supplémentaires et un peu plus de compréhension sur ces fameuses méduses. Merci à vous, Philippe Lonigno. Vous êtes passionnant, directeur délégué adjoint, chef du service ingénierie du parc naturel marin d'Iroise. Bonjour d'ailleurs à toute la Bretagne et expert en biologie marine à l'Office français de la biodiversité. Et à vous, docteur Sébastien Lefebvre, allergologue, chef de service à l'hôpital Merci de Metz, je vais y arriver, et président du Conseil national professionnel en allergologie.